Est-ce que le travail du sexe te révolte ou t'intrigue ? Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Cybèle L'Espérance pour parler des travailleuses et travailleurs du sexe et d'accompagnement sexuel. Salut Cybèle. Salut. Alors je te présente en 10 secondes, t'es canadienne et depuis environ 10 ans, t'es une travailleuse du sexe avec une double casquette. D'une part, escorte, on peut dire entre guillemets comme petite amie temporaire avec ou sans sexe, et d'autre part, accompagnante sexuelle pour personnes en situation de handicap. On va développer après. T'es aussi militante et formatrice pour les droits des TDS, des travailleurs du sexe. T'as notamment été impliquée au STRAS, le syndicat du travail sexuel, mais pas que. Et donc disclaimer, avant de commencer, mon but, c'est pas de vous convaincre que la prostitution ou les métiers du sexe, c'est bien. C'est plutôt de vous montrer que la réalité, elle est plus complexe que nos clichés ou nos fantasmes. Il y a énormément d'enjeux, évidemment, autour de la traite humaine et de l'exploitation de mineurs, mais aussi, c'est moins connu, des droits des travailleurs et travailleuses du sexe en général, et comment, en fait, en les stigmatisant, on les précarise et on les met en danger. Donc, avant de se lancer dans l'épisode, je me suis posé la question et je vous invite à vous demander, qu'est-ce qui me dérange dans le fait de payer des services sexuels ? Tant qu'il y a évidemment pas de traite humaine de mineurs et un réel consentement, je pense que l'idée que quelqu'un paye pour un service sexuel, moi ça me dérange moins que la plupart des gens. Si c'est deux adultes consentants, je vois pas trop le problème. J'avais lu cette phrase justement, la sexualité n'est ni sale, ni dégradante, ni sacrée. Et pourtant, je me rends compte que au fond, ça me dérange un peu, mais j'ai du mal à dire pourquoi. Et je crois que il y a une partie culturelle où c'est une honte qu'on nous apprend, dont on va parler justement de putophobie. Et en vrai, je me suis jamais réellement posé ces questions, et justement parce que c'est tabou. Donc je suis ravi d'en parler avec toi, pour moi me faire un meilleur avis, et puis pareil pour tous ceux qui nous écoutent qui n'ont pas forcément trop d'avis tranchés sur la question. Pour info, j'avais fait un épisode sur le porno féministe, mais globalement c'est un sujet nouveau sur le podcast, et en préparant l'interview, j'ai vite réalisé que c'était très riche, il y a plein de trucs à aborder, donc il y aura 2 épisodes, bande de vénards, sur les travailleuses et les travailleurs du sexe. Donc aujourd'hui, en première partie, on va parler plus de ton histoire, poser les bases, clarifier de quoi on parle, est-ce que c'est légal, parler aussi de handicap et de ton métier d'accompagnante sexuelle. Et dans la deuxième partie, il y aura plein d'autres anecdotes aussi trop intéressantes, et on parlera plus de putophobie, donc de discrimination envers les travailleurs du sexe et de comment changer les choses. C'est bon, j'ai fini mon gros pavé introductif. Il y a plus de disclaimers à faire sur ce genre de sujet. Ah oui, forcément. Pour commencer, la question que tout le monde se pose en général, c'est comment t'en es venue à être travailleuse du sexe. Apparemment, t'avais bien assimilé que si tu couchais avec trop de mecs, t'étais entre guillemets une salope. Du coup, t'avais honte au début d'avoir eu beaucoup de partenaires sexuels. T'avais l'impression de perdre de la valeur à chaque fois que tu couchais avec quelqu'un. Tu dis jusqu'à ce qu'à 30 ans, un mec inexpérimenté te dise en fait, ça a de la valeur ton expérience sexuelle, t'es pédagogue, patiente, etc. Et là, tu t'es dit ah tiens, ça pourrait plaire, mais j'ai vu une autre version dans tes interviews, donc j'ai envie d'avoir il y a sûrement un peu des deux. Si j'ai bien compris, t'adores voyager et t'es allé je sais pas si c'est à ce moment-là, mais de Chambéry jusqu'en Asie centrale à vélo solaire. Donc déjà, incroyable. Je savais même pas que ça existait, des vélos avec des panneaux solaires dessus. Et t'as commencé la prostitution, justement, les travails du sexe plutôt, pour rembourser ton vélo solaire. Alors, quelle est la vérité, Sylvain ? Je dis toujours la vérité, donc sauf quand je donne mon âge sur les sites. L'âge sur les sites, c'est pas tout à fait la même chose. Bref, les deux histoires coexistent, c'est-à-dire que moi, l'exploration que j'ai faite, elle était principalement pour voir comment je me sentais à redonner de la valeur à la sexualité. Et les moments où j'ai commencé à expérimenter, ça a été des moments où j'avais besoin d'argent, et du coup, à un moment, j'ai dit non, et je vais attendre d'avoir une sécurité financière. Et c'est vrai que j'avais survécu avec très très peu d'argent pendant très longtemps. Je me suis mis à voyager sans argent ou avec très très peu d'argent. Pendant longtemps, je faisais du stop, j'allais me faire héberger chez l'habitant par couchsurfing principalement. Donc j'ai vécu avec moins de 5 000 € par an pendant une dizaine d'années. Donc je savais pas. Quand j'ai fait ce voyage à vélo solaire, je me suis endettée. Moi, celui que j'ai utilisé, c'était 5 500 € pour avoir un vélo. Ton budget annuel. C'est ça dépassait le budget annuel. Mais effectivement, le vélo, fallait le rembourser. Donc moi, je suis retournée aux études à ce moment-là, donc je glandais beaucoup à l'université et le soir, j'allais rencontrer des sugar daddy parce que j'ai commencé en étant sugar baby. Ça veut dire, en gros, j'ai des relations avec des personnes qui sont tarifées, mais c'est pas à l'heure, c'est des relations un peu plus complètes, c'est vraiment plus des rencarts. Je sais pas, aller au resto, au cinéma. Oui, on allait au resto, je dormais souvent sur place. Du coup, c'est très mal payé quand on compare au tarif d'escorte. Mais c'est une façon peut-être de tester sans prendre sur soi toute la stigmatisation de ce que peut être une escorte, de ce que ça peut être d'être tarifé à l'heure. Moi-même, j'avais des préjugés, des jugements sur les personnes qui le font. Donc, j'étais dans l'expérimentation
l'expérimentation et ça avait beaucoup de sens pour moi d'être dans le relationnel avec ce truc de sugar baby. Mais en même temps, les sugar daddy, parfois, avaient le même âge que moi ou étaient plus jeunes. C'était souvent des mecs de l'industrie du jeu vidéo à Montréal. Moi, j'avais les cheveux roses, très geek, très assumés. Et du coup, leur dire... T'as bien travaillé ton marketing. Hein. Excuse-moi, je me prostitue, c'est pour rembourser mes dettes de vélo solaire. Là, j'avais vraiment l'air d'un personnage de jeu vidéo et je m'assumais... La side quest. Tout à fait. Ça, c'était il y a 10 ans. Je raconte la suite en accéléré, mais du coup, je trouve ça intéressant de savoir qu'au début, voilà, c'était vraiment juste par curiosité et par exploration. Ta première expérience, justement, de Sugar Baby, c'était un date avec un ingénieur d'Ubisoft, je crois. Non, c'est des machines à laver. Okay. De 25 ans autour du spaghetti bolo où après tu lui enseignes l'art de comment rouler une pelle, faire un cuni. Et donc tu as commencé comme Sugar Baby, puis tu as été escorte, notamment au sein d'un collectif d'indépendants à Montréal où vous partagez une maison, les charges, etc. Tu as arrêté 2-3 fois d'ailleurs le travail du sexe. Tu as aussi émigré en France où tu t'es mariée et tu as repris en redevenant escorte et en devenant assistante. Non, on dit pas assistante du coup, on dit accompagnante sexuelle, si j'ai bien compris. C'est ça. Pour les personnes en situation de handicap il y a 4 ans. Tu racontes qu'au début, le plus dur, bizarrement, c'était pas de baiser, c'était d'être payé. Je peux me demander pourquoi. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, mon rapport à l'argent, il était un peu spécial. Gagner de l'argent, c'était quelque chose de déjà compliqué. Quelle est la valeur des choses? Est-ce que je mérite cette valeur? J'avais des soucis en termes de santé mentale. Je suis diagnostiquée bipolaire de type 3, donc cyclotimique, depuis l'âge de 16 ans. J'ai des semaines qui sont extrêmement productives et d'autres qui le sont beaucoup moins. En ayant ces variations, c'était compliqué. Et il y a plusieurs fois où j'ai travaillé, où ça s'est soldé par une dépression majeure et plusieurs mois en incapacité. Et tu dis que tu avais l'impression d'être une arnaque, quoi, qu'on te paye pour faire l'amour. Disons que mon rapport à mon corps, déjà mon corps pour ce qui m'apporte de possibilités de plaisir, mais de possibilités de vivre, hein, déjà d'être vivant, de savourer de la nourriture, d'aller un peu partout, etc. J'ai un rapport au corps plus compliqué maintenant parce que j'ai un handicap avec des douleurs chroniques, etc. Mais à l'époque, en tout cas, mon corps, moi je l'aime, mais pourquoi est-ce que des gens paieraient? Voilà, je suis un peu en surpoids, je suis un peu quelconque, j'étais pas le canon, voilà, de la représentation qu'on se fait de l'escort girl, hyper maquillée, qui performe bien la féminité, qui a les bonnes courbes partout et qui est très mince. Et du coup, je me disais, mais moi, est-ce que je peux vraiment demander ce tarif-là? Et c'est pas une arnaque de demander ça. Et du coup, dans le collectif d'indépendantes où j'étais, il y avait quand même une échelle de prix assez large. Et moi, je me suis classée plutôt dans celle qui était pas très chère parce que ça m'allait en fait. Et c'est vrai qu'on a tendance à reproduire nos classes sociales à l'intérieur du métier. Et pareil moi, chez les freelances. La manière que j'ai eu de contourner ça et d'avoir quand même un bon revenu, c'est de mettre une heure assez chère, mais un 2 heures pas très cher. Et du coup, ça a vraiment fait en sorte que les gens me contactaient pour 2 heures. Donc, j'avais quand même un revenu correct avec ces 2 heures. Des petites astuces marketing de Cybèle pour... Et en même temps, ça me permettait d'avoir des mecs qui cherchaient non pas une satisfaction sexuelle uniquement, mais qui cherchaient plus du relationnel. Et donc, les 2 premières années de mon travail, entre Sugar Baby et la première année d'escorting, je n'ai jamais fait des rendez-vous d'une seule heure. J'étais tout de suite sur des rendez-vous plus longs, avec des fois plusieurs rapports pendant le rendez-vous, mais en tout cas beaucoup plus de relationnel. Et donc, des personnes aussi qui me recontactaient plus régulièrement. Oui, parce que si tu cherches un quickie, je pense que 2 heures pour beaucoup de mecs, c'est très long. Ouais. Il y en a qui demandent des 15 minutes, hein, des fois, donc... Ah ouais, ok. Et alors, du coup, le travail du sexe, c'est quoi? Aujourd'hui, ça s'est très diversifié. Pour que vous sachiez, du coup, quand on parle de TDS, de travailleurs, travailleuses du sexe, je sais jamais trop lequel dire, parce que y a quand même une grande majorité de femmes. On inclut, du coup, à la fois les prostituées, les acteurs porno, les cam girls, les stripteaseuses, etc. Ça peut être dans la vraie vie ou en ligne, avec ou son contact, à l'intérieur dans un local ou un hôtel, ou à l'extérieur sur un parking ou en forêt. Par contre, si c'est sous la contrainte, on parle pas de travail du sexe, ou effectivement de travail forcé à ce moment-là, parce que c'est plus un travail libre, c'est de la traite humaine, de l'exploitation sexuelle ou de l'esclavage. Et justement, moi j'ai ce cliché que beaucoup de prostituées sont des femmes étrangères à qui on a confisqué leur passeport, qu'on fait parfois venir illégalement en France. Donc il faut bien distinguer ces crimes des travailleurs et travailleuses du sexe classiques. Est-ce que tu as une idée de la proportion que ça représente, les mineurs et les personnes exploitées? Est-ce que c'est plutôt une majorité ou une minorité des travailleurs et travailleuses du sexe? Moi, je serais la première à dire que c'est une minorité qui est victime de traite et c'est une minorité qui est mineure dans le métier. La réalité, c'est qu'on a très très peu de données, mais les définitions sont jamais communes. On peut pas non plus se comparer à d'autres pays parce que les critères qui vont faire qu'on va dire ça c'est de la traite ou ça c'est du proxénétisme, ça c'est forcé, sont pas les mêmes non plus. Par contre, moi, un des gros trucs que j'aime faire, c'est me poser des questions
questions sur qu'est-ce qui est la vérité, ou en tout cas qu'est-ce qui est la science derrière il y a beaucoup de le stats métier. bullshit. Il y a beaucoup de bullshit qui est dite, volontairement ou non, parce que je pense qu'il y a des gens qui de bonne foi vont retransmettre des informations, ils vont les trouver sur les sites gouvernementaux par exemple. Et là, si on cherche la source du chiffre gouvernemental, on va pas retrouver une étude derrière, on va retrouver le gouvernement qui cite les associations, et après les associations vont dire regardez dans ce rapport gouvernemental, le gouvernement dit ça, donc c'est ça, et hop, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais il n'y a pas eu un chiffre qui est issu d'une méthodologie à la racine. Donc nous, et quand je dis nous, dans le mouvement militant, on va pas inventer des chiffres, on va pas faire dire à une statistique ce qu'elle ne dit pas. Par contre, la réalité, c'est que moi j'ai rencontré plusieurs milliers de travailleurs et travailleuses du sexe depuis que j'exerce. Si on est vraiment le 1%, faut dire qu'il y a vraiment beaucoup de putes en France à ce moment-là. Et l'autre, pour ce qui est des mineurs, déjà on en voit très peu nous-mêmes. Quand on regarde dans les rapports d'activité des différentes associations, on en trouve très peu, même si dans un rapport ils peuvent dire ouais c'est 25%, mais en fait quand tu vas voir la donnée vraiment directement, la majorité des associations en voient moins de 3 ou 4%. Non, je pense que c'est une minorité en tout cas qui le pratique régulièrement. Alors, il y a des études qui sont faites qui, elles, vont demander l'avez-vous déjà fait une fois? Vous avez changé du sexe contre de l'argent ou contre un avantage, contre un endroit où dormir, etc. Et effectivement, chez les mineurs de l'aide sociale à l'enfance en particulier, il y en a plein qui l'ont déjà fait au moins une fois. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont mis une annonce d'escorte et qu'ils sont en train de faire le tapin en ce moment même? Non, pas forcément. Qu'est-ce qu'une TDS? Combien il y en a? C'est des données assez compliquées à obtenir, mais non, je crois pas que ce soit la majorité. Ouais, donc c'est important de ne pas faire l'amalgame entre les deux. On en reparlera dans la deuxième partie. Et justement, pour dézoomer, pour inclure tout le monde, alors en France, t'as le droit de vendre des services sexuels, mais tu n'as pas le droit d'en acheter. Bienvenue en France, pays de l'absurdité. Depuis 2016, on pénalise le client. Il n'y a plus de délit de racolage. Voilà, on a inversé la culpabilité. Avant, c'était vous, les travailleurs du sexe, les délinquants. Maintenant, vous passez de l'autre côté. On considère que vous êtes des victimes. Et donc, ce sont les clients, les délinquants, qui peuvent se prendre 1 500 € d'amende ou plus avec récidive. Je comprends pas la logique, en fait. T'as le droit de vendre des services sexuels, mais c'est illégal de les acheter. C'est comme si on voulait que ça reste illégal, en fait, mais juste que la responsabilité, cette fois, elle soit reportée du côté du client. Mais on continue quand même à vous mettre des énormes bâtons dans les roues parce que vous n'avez pas le droit d'avoir de clients, quoi. Ouais, c'est un peu compliqué, mais en gros, ça part vraiment des questions idéologiques. On considère qu'il devrait pas y avoir de travail sexuel, donc on dit voilà, c'est la demande qui crée l'offre. S'il y a personne pour acheter des services sexuels, il y aura personne pour en vendre. L'offre et la demande en général, ça fonctionne pas tout à fait comme ça. S'il y a des gens qui se tournent vers le travail sexuel, souvent c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'autres options. Donc tant qu'on leur redonne pas des options, on n'est pas en train de lutter contre le fait que eux vont aller vers le travail sexuel. En fait, la façon dont cette espèce de loi de dire ok, on pénalise le client, on coupe la demande, donc on va couper l'offre, ça marche pas. Tout ce qu'on fait, c'est faire diminuer le prix des prestations. Voilà, on nous avait dit que comme nous on serait plus coupables mais victimes, on pourrait porter plainte contre nos clients. Et en fait la réalité c'est plutôt que maintenant il y a moins de clients pour les personnes les plus précaires. Donc on dire moi je prends des risques, je te donne moins d'informations sur moi donc tu peux moins savoir d'où je viens, je prends les risques donc tu vas me faire un petit cadeau parce que je pourrais ne pas venir te voir. Donc c'est ce que les clients vous disent. Ça peut être des choses qui sont dites, ouais. Chez celles qui sont en indoor, on a moins ce genre de comportement. Mais il y a des collègues qui, effectivement, se le sont fait dire directement, ont perdu du jour au lendemain 80% de leurs revenus autour du passage de la loi. Donc, j'ai une collègue, qui a été agressée parce qu'elle arrive au moment où, tu dois payer ton loyer, tu prends la personne que peut-être t'aurais pas pris à l'époque. Tu te serais dit, lui... il est pas safe. Exactement. Et tous TDS ont des petits moyens de filtration. On n'accepte pas tout le monde, c'est pas parce que le mec paye qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Et ça reste un contrat négocié entre deux personnes, sauf que moins la personne a de pouvoir ou de marge de manœuvre financière, moins elle pourra imposer ses conditions. Et donc c'est ça qu'on a vu avec la pénalisation du client. Au lieu de renverser le pouvoir, en fait, ça a donné plus de pouvoir au client qui dit moi je prends le risque, donc je dois avoir une contrepartie de ton côté. Oui, du coup en fait une loi qui est censée du coup vous protéger, en fait, elle vous dessert. Et pareil dans la lignée des choses absurdes en termes de droit qui créent un vrai bordel, c'est le cas de le dire. Dans le code pénal, la définition du proxénétisme, c'est hyper large. Par exemple, toi, tu peux pas louer un local avec une autre collègue pour vous entraîner, être safe, etc. Ou juste partager des charges. C'est interdit parce que sinon, tu aides la prostitution d'autrui. Pareil, tu peux pas embaucher quelqu'un pour t'aider, je sais pas, une assistante ou pour le ménage, le transport, les rendez-vous. Sinon, eux-mêmes sont considérés comme proxénètes. Ou pareil, si tu rediriges vers un client, vers une collègue, même si tu gagnes pas d'argent, pareil. Donc en gros, tous les sites d'annonces d'escorte, non, c'est illégal, c'est du proxénétisme d'entremise. Et le truc qui m'a encore plus choqué par-dessus tout ça, en termes de droit d'accès au logement, toi, t'es une travailleuse du sexe indoor, comme vous dites, ça me fait trop rire. T'as un local, quoi. Si ton proprio, il apprend
que tu as des rapports sexuels tarifés dedans, lui devient hors la loi pour proxénétisme hôtelier. Donc toi, tu es obligé de mentir, tu peux te faire expulser facilement, et en plus, il y a des proprios qui vont augmenter les loyers abusivement parce que ils sont hors la loi, donc ils considèrent qu'ils prennent un risque, quoi. Oui, à partir du moment où le propriétaire est informé du fait qu'il y a de la prostitution qui a lieu dans son local qu'il détient, même le fait de tolérer la prostitution d'autrui dans un local qu'on gère ou qu'on détient est suffisant pour qualifier de proxénétisme. Du coup, il y a zéro contrainte, c'est juste je t'ai pas foutu à la porte. Et on le voit même quand on fait, moi je fais de la veille média, comme pas mal de gens au Stras, on fait de la veille média, on regarde les alertes Google, prostitution, etc., proxénétisme, et on voit qu'il y a des fois même des juges qui disent vous auriez dû l'expulser. Vous l'avez pas fait, vous avez continué à profiter de ses revenus, vous avez toléré sa prostitution, donc vous êtes proxénète. Et oui, c'est interdit. Donc on se retrouve avec le droit au logement n'existe pas pour les personnes qui exercent chez elles. Et on remarque avec notre juriste qui travaille au Stras qu'environ la moitié des affaires de proxénétisme qu'on va voir dans les médias, c'est soit du proxénétisme d'assistance ou du proxénétisme hôtelier. C'est-à-dire qu'on a quand même très peu de proxénétisme classique de profit, où ce que la plupart des gens diraient, c'est de la traite humaine. Quoi. Il faut savoir que dans la définition de proxénétisme en France, la notion de contrainte, d'exploitation, de menace, de violence, elle existe uniquement pour aggraver le proxénétisme. Et donc, on a la même condamnation pour 3 personnes qui bossent ensemble, une qui loue l'appartement et les 2 qui bossent avec elle, donc plus qu'une personne, c'est aggravé, que si j'avais forcé une mineure à se prostituer en la battant à tous les jours, j'aurais aussi du proxénétisme aggravé. On a cette situation-là de coopération à 3 personnes, complètement volontaire, sans abus, et mise sur un pied d'égalité juridictionnellement. En tout cas, bon, on n'aurait pas la même condamnation, sans doute, mais c'est la même infraction. Puis en plus, vous, ça vous met vachement en danger, parce que tu me racontais, il y a plein des ex-revanchards ou des clients mal lunés qui peuvent vous balancer sur les réseaux sociaux et du coup faire en sorte que les voisins apprennent que ton local, il est là et du coup te faire expulser. C'est ça, il y a toujours cette espèce d'épée de Damoclès, donc oui, on est censé être des victimes, mais la réalité, c'est qu'on est aussi victime des infractions de proxénétisme. On peut nous-mêmes être inquiétés pour proxénétisme pour plein de raisons, et aussi on peut perdre le logement, donc on va éviter de collaborer ensemble, on va cacher nos vies le plus possible. C'est toujours cette épée de Damoclès qui laisse le pouvoir à autrui de ce qui va nous arriver. En Belgique, depuis juin, c'est le premier pays en Europe à dépénaliser la prostitution pour les clients. Alors, tu m'as dit que c'était super récent, donc pour l'instant, on voit pas trop les effets, mais il y a d'autres pays comme la Nouvelle-Zélande où ça fait plus d'une vingtaine d'années, je crois que tu m'as dit. Est-ce qu'on voit là-bas si dépénaliser, ça améliore la situation des travailleurs du sexe ? Alors, juste pour préciser, donc en Belgique, il n'y avait pas la pénalisation des clients. C'est un flou juridique en Belgique avant. Alors en Belgique, ce qu'il y avait, c'était le proxénétisme, au sens hyper large du proxénétisme, qui était interdit. Par contre, il était toléré, c'est-à-dire qu'il existait des salons où les gens travaillaient comme s'ils étaient salariés, mais ils pouvaient pas cotiser, ils pouvaient pas avoir accès au chômage, ils pouvaient pas avoir accès au droit du travail. Aussi, par exemple, il y a un site web qui s'appelle Quartier Rouge où il y a vachement d'annonces, et ça, c'était toléré en fait. Même si ça profite des revenus de la prostitution parce que les gens payent pour des annonces, etc. Même si ça facilite, ça sert d'entremise. Donc là-bas, c'était complètement toléré, et c'est seulement quand il y avait des problématiques migratoires ou des mineurs, etc., où là, la police allait intervenir. Mais maintenant, il y a une dépénalisation, ce qui permet aux personnes d'entrer dans le droit commun et vraiment de dire, ok, bon, bah, je vais pouvoir avoir accès aux retraites de la même façon que les autres, avoir accès à Pôle emploi, etc. Ça, c'est le premier pays en Europe où on voit cette dépénalisation, mais il y a 2 pays dans lesquels ça avait déjà été fait. Donc en Nouvelle-Zélande en 1999, donc on a pas mal de recul déjà, on a pas mal de données, on sait que la prostitution là-bas, le nombre de personnes n'a pas augmenté suite à ça. Donc ça, c'est une des craintes qui est beaucoup brandie. Ah, mais si on dépénalisait, regardez l'Allemagne, ça va exploser le nombre de personnes. Mais d'abord, effectivement, on a dépénalisé. Je fais un petit aparté parce que je mentionne l'Allemagne. Ils ont créé des lois vraiment très spécifiques pour encadrer. Et donc, il y a un régime d'exception qui est créé pour le travail sexuel. Alors que dans la dépénalisation, ce qu'on dit, c'est qu'en gros, vous êtes comme n'importe quel freelance ou comme n'importe quel travailleur. Vous avez accès aux mêmes droits, aux mêmes services, à la même protection juridique que d'autres personnes effectuant ce métier-là dans des métiers connexes. Moi, je compare souvent au massage bien-être, en fait. Bon, bah, j'aurais le droit d'être en libéral, j'aurais le droit de faire une petite coopérative, louer des locaux avec quelqu'un en même temps, etc. En Australie, il y a 3 États d'Australie. C'est fédéral. Il y a plein d'États qui ont chacun, un peu comme aux États-Unis, leur propre spécificité. Et donc, il y a la Nouvelle-Galles du Sud où là, ça fait aussi très longtemps. Et il y a l'État de Victoria, c'est plus récent, et encore plus récent, l'État du Nord. Et du coup, apparemment, ça a vachement amélioré la situation. Il y a beaucoup moins de violence, beaucoup plus de la confiance qui est regagnée avec la police et la justice, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. En gros, les prohibitions, ça fait en sorte que on continue à voir que l'activité, elle est un problème à régler, à gérer, et les rapports entre les forces de l'ordre et les travailleurs et travailleuses du sexe sont toujours très compliqués. Plus il y a de prohibitions et plus c'est compliqué. Et du coup, il y a aucune confiance. Donc, pas de confiance, pas d'accès à la justice, beaucoup d'impunité, beaucoup de harcèlement de la part des policiers également. Donc le fait d'avoir une dépénalisation, de dire ok on va plus venir les embêter, on va plus essayer de pourchasser leurs clients, on va essayer de les contrôler elles directement, on se retrouve avec une espèce de confiance. Après ce qu'on voit c'est que le levier de pouvoir des clients qu'ils avaient de dire je pourrais te dénoncer parce que tu travailles à deux, des fois tu fais des trios, je sais que tu travailles avec une copine, du coup t'es proxénète. À partir de ce moment-là, lui, il peut plus utiliser ce genre de rhétorique. Donc, il y a plein de leviers de pouvoir. Il les a plus. Bon, donc du coup, vous voyez qu'il y a quand même 2-3 problèmes assez énormissimes en termes de droits des travailleurs du sexe. Mais du coup, ça, on s'y attaquera avec la putophobie dans la deuxième partie qui va être trop bien. Mais maintenant, je voudrais qu'on parle de ton métier moins connu d'accompagnante sexuelle pour les personnes en situation de handicap. On en parlait dans l'épisode avec la militante Elisa... alors, je sais jamais s'il faut prononcer à la française ou en mode hispanique, Rojas ou Rojas. Désolé, Lisa, si tu passes par là. Bref, l'épisode sur le validisme, les discriminations envers les personnes en situation de handicap. Et oui, scoop, les personnes avec handicap sont très discriminées dans notre société, comme si elles étaient ni baisables ni attirantes, alors que comme tout le monde, elles ont des besoins sexuels, mais aussi affectifs. Ça consiste en quoi, en fait, ton métier d'accompagnante sexuelle? Moi, je suis venue à l'accompagnement sexuel, cette terminologie-là, avec l'APAS, l'Association pour la promotion de l'accompagnement sexuel. L'asso met en place des formations. Okay. L'idée, c'est que c'est une reconnexion qu'on fait à l'aspect charnel, à l'incarnation du corps chez des personnes handicapées, mais un corps qui deviendrait un corps de plaisir. C'est-à-dire qu'une personne handicapée, dépendante, par exemple, son corps va souvent être touché, manipulé pour donner du soin, pour l'hygiène. Mais là, on dit, OK, on va faire un toucher qui n'est pas un toucher lié aux soins, mais bien un toucher lié au plaisir. Et donc, c'est cette vision qui est proposée par la PAS de reconnexion à soi-même. La réalité, si moi, je parle de comment je pratique l'accompagnement, pour moi, ce n'est pas le handicap en lui-même qui définit le fait d'accompagner. Parce qu'une personne qui a vécu des violences, qui a eu un divorce compliqué, qui n'a pas d'expérience alors qu'elle a 35 ans parce que très timide, il n'y aura pas un handicap reconnu. Par contre, la personne se sent handicapée dans son rapport affectif, se sent handicapée dans sa sexualité. Voilà, des personnes qui ont ce qu'on appelle des dysfonctions sexuelles, par exemple jouissent trop rapidement, etc., ont des complexes très forts, ou peut-être même des personnes qui sentent qu'elles sont peut-être transgenres, mais sont en exploration, en curiosité. Mais nous, on peut se retrouver à accompagner ces personnes-là dans leur exploration sexuelle. Donc, pour moi, c'est pas le handicap spécifiquement, et je pense que là-dessus, beaucoup de critiques qui viennent du milieu du handicap envers l'accompagnement sexuel disent non, en fait, votre formation, on n'a pas besoin de formation pour baiser des handicapés. Et moi, je suis plutôt d'accord. Je fais souvent la blague de dire moi, mes fellations, elles sont pas plus humanistes parce que la personne, elle est handicapée que si elle ne l'est pas. Et voilà, ce travail d'accompagnement, beaucoup d'escortes le font avec des personnes qui manquent de confiance en eux. On n'a pas une situation très binaire, où t'as soit je fais que ken et soit je fais qu'accompagner et qu'on se regarde dans les yeux en se croisant les doigts. Et la réalité, c'est qu'il y a des personnes même lourdement handicapées, tout ce qu'elles veulent, c'est baiser et jouir, et qui peuvent être très consommatrices. Et on a de l'autre côté des personnes qui sont pas handicapées et qui ont besoin d'être accompagnées. Ouais. Je me demandais, est-ce que tu as des anecdotes sur l'impact que ton travail a pu avoir dans la vie de personnes dites valides ou en situation de handicap? Je sais qu'il y en a une notamment avec un mec en fauteuil qui n'était jamais vu, en fait, nu, en dehors des soins liés à son handicap. Ouais, je sais que c'était arrivé un petit peu par hasard. C'est un des premiers que j'ai accompagné via la PAS, de mise en relation. D'ailleurs, si tu nous écoutes, bonjour. Et nous, on avait fait ça sur son fauteuil. La première fois, on n'avait pas transféré dans son lit. Il voulait être quelqu'un d'actif et tout. Et c'était sa première fois. Donc moi, je fais souvent une rencontre avant pour voir c'est quoi les attentes de la personne. Il m'avait dit oui, je veux faire un homme de moi. Tu vois, il y a toute cette charge symbolique de la sexualité, de vouloir se normaliser, être capable de donner du plaisir. Donc il voulait pas être sur le lit parce qu'il avait pas envie de faire le poisson, comme il disait. Voilà, je vais pas faire l'étoile de mer, comme l'étoile de mer. Donc je vais être actif, et pour être actif, il faut que je sois sur mon fauteuil parce que là, je peux me tenir déjà. Et c'est pas toi qui fais tout. Et donc on avait fait ça comme ça sur le fauteuil. Après, il faut se rappeler surtout que la sexualité, c'est pas un phénomène linéaire. Nous-mêmes, on a fait un pas devant, un pas derrière, deux pas de côté quand on a vécu nos sexualités. Et les personnes en situation de handicap, ou même les personnes
qui payent, elles sont pas protégées de ça. Et il peut y avoir des situations où, par exemple, les gens ont été avec moi et après ils ont dit en fait, je me suis pas sentie à l'aise et c'est pas ça que je voulais vivre. Et du coup, je sais pas, ok, déjà ça t'appartient. J'ai pas une obligation de résultat, de te donner une expérience extraordinaire. Moi, je fais ce que je peux pour t'accompagner dans ton besoin. Mais si tu te rends compte que c'était pas ça dont tu avais besoin ou que tu préfères ne pas reproduire l'expérience, t'as appris quelque chose sur toi-même. En fait, la sexualité, c'est des essais-erreurs, c'est des expérimentations. Souvent, les personnes handicapées, on leur donne pas beaucoup le droit à l'erreur. Voilà, c'est ta chance, vas-y, maintenant tu kennes et puis t'en auras pas d'autres, quoi. Et je dis ça handicapés, mais surtout les personnes qui ont grandi en institution, qui sont dans des états de grande dépendance, à qui on n'a pas donné beaucoup d'autonomie. Donc on peut avoir des témoignages autant de transformation, waouh, ça m'a donné des ailes, mais la réalité c'est que les parcours ça fait un peu comme ça, quoi. De temps en temps, on a des nouvelles. Ça fait 1 an qu'on n'a pas vu la personne. Et des fois, il y a des chemins qui se font. Il y a des ruptures même. Des personnes qui s'installent un peu trop confortablement dans la relation avec moi. J'ai l'impression que je les accompagne nulle part. Mais ça me fait vraiment de la peine quand les gens me contactent en disant, voilà, je veux être accompagnée. Et là, il y a ce moment où, en fait, elle s'est installée confortablement dans la relation et qu'elle se dit, j'aurai jamais de relation non tarifée. Ça sert à rien que j'aille voir les filles. De toute façon, j'ai si belle. Moi, j'ai l'impression de plomber la personne. Donc, le sens que je donne au travail que je fais, il est plus là. J'ai besoin de ce sens, en fait, pour continuer. C'est ce qui me motive. Du coup, j'ai l'impression à ce moment-là que je leur apporte pas ce que je leur avais proposé. Ouais, je me demandais justement, toi, quel sens tu trouves dans ce métier-là? Est-ce que tu as envie d'aider ces personnes à avoir une vie sexuelle, entre guillemets, normale? C'est quoi, toi, le sens que tu trouves là-dedans? Moi déjà, je suis arrivée à l'accompagnement sexuel non pas parce que je me suis posé la question des pauvres petits handicapés qui baisent pas, mais bien parce que j'étais déjà travailleuse du sexe et que des gens m'ont demandé est-ce que tu sais comment on pourrait faire pour une personne handicapée qui est en réadaptation et qui est convaincue que sa vie est terminée, qui pourra plus jamais choper de filles, etc. Est-ce que tu connais, toi, ce milieu-là? Est-ce que tu peux nous aider à trouver quelqu'un? Donc moi, c'est ça qui m'a posé ces questions-là. Il y a eu ça, il y a eu aussi le fait qu'en rétrospective, moi, le fait d'avoir mon marketing très rassurant, très orienté, personne timide. Mon frère, il est sur le spectre de l'autisme, donc il y avait déjà dans ma façon de chercher des clients cette clientèle spécifique. Et en rétrospective, je peux dire ces gens-là, j'ai fait de l'accompagnement sexuel avec eux, même si c'était pas des personnes handicapées physiquement. Donc j'avais déjà cette recherche de me sentir utile dans mon métier. Oui, t'avais beaucoup de puceaux de, je sais pas, 25, 30, 35 qui, pour eux, c'est un drame de jamais avoir fait l'amour et du coup... Ça avait beaucoup de sens en fait. C'est juste qu'à un moment, moi j'avais mon petit cœur d'artichaut et puis je tombais amoureuse, alors que quand je suis payée, je tombe pas du tout amoureuse et le cadre il est bien compris et donc j'avais déjà ce sens particulier. Et je trouve qu'effectivement il faut faire attention pour pas angéliser les personnes handicapées et d'avoir l'impression que l'accompagnement sexuel c'est quelque chose de complètement exceptionnel par rapport aux autres formes de travail sexuel. Et c'est tout le risque de se retrouver comme les associations en ce moment, de chercher à créer des exceptions pour légaliser l'accompagnement sexuel et de dire ok, toi t'as un handicap suffisant, ok, tu peux avoir le droit à une assistante et par contre toi t'es pas suffisamment handicapé, tu laisses tomber quoi. Moi je trouve que c'est assez risqué et le sens que je trouve moi déjà c'est d'avoir l'impression que je suis au bon endroit et que les gens progressent avec moi, en tout cas une partie des personnes que je vois. J'aime parfois avoir l'impression d'être à l'usine, poinçonner, repoinçonner pour repartir et avoir le cerveau complètement vide, mais je pourrais pas faire que ça. J'ai besoin aussi d'avoir ces moments de sens où j'ai l'impression d'avoir fait une différence, d'avoir permis à quelqu'un d'aller quelque part un petit peu. Merci Cybèle. Dans la deuxième partie que j'ai trop hâte de faire, on va parler de putophobie, d'anecdotes sur comment toi t'es devenue une super militante badass et c'est vrai et du fait que qu'on soit pour ou contre la prostitution et les métiers du sexe, comment est-ce qu'on peut mieux protéger les personnes derrière qui ont les mêmes droits que tout le monde. Si ça t'a plu, je te conseille de t'abonner pour ne pas louper cette deuxième partie sur les TDS, les travailleurs du sexe. Ciao Cybèle, ciao tout le monde. Ciao.